manchettes. Palace Arvida, Diffusion Saguenay, Rio Tinto et le Cégep de Jonquière s'unissent pour accueillir les étudiants en ATM. 207 millions sur 3 ans pour 176 infrastructures de transport. Et le festival Jazz et Blues dévoile sa programmation. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à ce web journal du mardi 25 février 2020. Le Théâtre Palace Arvida accueillera un laboratoire de captation audiovisuelle pour les étudiants en arts et technologies des médias. Une collaboration possible grâce à un investissement de 180 000 $ de Rio Tinto. Un reportage de Myriam Tremblay. Et je vous dirais tout simplement longue vie au Palace. Le partenariat vise les étudiants de l'option production télévisuelle du programme Arts et technologies des médias du Cégep de Jonquière. 5 à 6 caméras seront installées dans la salle du théâtre pour effectuer la captation en direct des spectacles. Les étudiants auront accès à une salle climatisée pour installer leur régie mobile. C'est vraiment une salle avec tout nécessaire pour vraiment que les étudiants peuvent s'installer avec leur équipement. Nous, on ne fournit pas d'équipement, là. On ne fournit pas d'équipement. Ce qu'on fournit, nous, c'est que tout le câblage, le filage, tout va être rendu sur place. Cette classe de captation-là, c'est un lieu idéal. Un lieu idéal pour qu'on puisse déployer notre unité mobile. Une unité mobile drôlement équipée qui se déplace déjà dans pour différentes situations, différents contextes, avec des installations qui ne sont pas toujours à la hauteur de ce que nos étudiants, de ce que notre personnel mérite. Ajouter un plus à l'ATM à Jonquière. Là, ailleurs, vous savez, la compétition, mais là, ils ne seront pas au même niveau que nous autres ici à Jonquière, vraiment pour cette salle de captation. Rio Tinto est le seul partenaire privé du projet. La somme de 180 000 $ sera répartie sur 3 ans. Donc, la scène du Palace va porter le nom de la scène Rio Tinto. Les travaux de rénovation du théâtre Palace Arvida ont débuté le 31 octobre dernier après plusieurs années de pourparlers. Je peux vous dire que ça a été un dossier qui n'a été pas facile parce qu'à toutes les fois que le dossier progressait, on avait toujours des problèmes, on frappait toujours un mur. Économiquement, pour le centre-ville, c'est également une excellente nouvelle. Le Palace Arvida ouvrira ses portes dès l'automne prochain, marquant ici le début du partenariat avec le Cégep de Jonquière. Myriam Tremblay, ATM Nouvelles, Saguenay. Le gouvernement du Québec investira 207 millions de dollars au Saguenay-Lac-Saint-Jean d'ici à 2022 afin d'entretenir et d'améliorer les réseaux routiers et aéroportuaires. La ministre des Affaires municipales de l'Habitation et responsable de la région, André Laforêt, en a fait l'annonce aujourd'hui à Saguenay. Un reportage de Charlotte Côté-Hamel. Ce sont 3,6 millions de dollars de plus que l'an passé qui sont investis dans le réseau routier de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les sommes investies se répartissent en 3 catégories. 82,1 millions de dollars pour les chaussées routières et aéroportuaires, 51 millions de dollars pour les structures en bon état et 73,1 millions de dollars pour un réseau efficace et sécuritaire. Parmi les projets annoncés se trouve l'ajout de 80 km de clôture sur la route 175 dans la réserve faunique des Laurentides, la finition du pont du Buc à Chicoutimi afin d'y assurer une pérennité de 25 ans et l'avancement de la voie de contournement à Alma. Les sommes allouées permettront la création de 1 300 emplois et auront de nombreuses retombées économiques selon la ministre Laforêt. L'emploi, en plus des contrats octroyés aux entreprises locales, stimule l'économie d'ici. Ce sont des milliers d'emplois qui sont maintenus et créés chaque année du Saguenay-Lac-Saint-Jean grâce aux nombreux chantiers en activité. Certains projets ne sont pas encore inscrits dans la liste rendue publique des différents investissements, notamment le prolongement du 4 voies qui ceinture Saint-Bruno au Lac-Saint-Jean. C'est à la liste des projets qu'il y a des travaux qui sont prévus soit cette année en 2020 ou en 2021. Ce qui fait que tout projet qui se prépare présentement, mais qui n'a pas de composants de travaux en 2020 ou 2021, ne sont pas sur la liste, mais il reste que c'est des projets où on travaille pareil, puis il y a des montants d'investissement qui sont prévus. Longuement questionnée sur l'avenir du pont Sainte-Anne à Chicoutimi, la ministre Laforêt a expliqué que le dossier lui tenait toujours à cœur afin que les véhicules d'urgence y aient accès en plus des piétons. Ce sont 180 projets prévus sur 2 ans ainsi que 22 ponts qui seront continués dans l'année 2020-2022. Charlotte Côté-Hamel, ATM Nouvelles, Saguenay. Les 2 personnes qui se sont présentées aux urgences de l'hôpital de Chicoutimi hier ne sont finalement pas affectées par le coronavirus. C'est ce que viennent d'annoncer les médecins de l'hôpital de Chicoutimi. Une d'entre elles avait effectué un voyage en Asie récemment. Aucun cas de COVID-19 n'a pour l'instant été déclaré et confirmé au Québec. De retour dans la région depuis samedi après sa quarantaine à Trenton, en Ontario, l'étudiante à l'UQAC Myriam Cynthia Larouche continue ses études à distance à Saguenay en attendant que l'épidémie de COVID-19 se calme.
Ma collègue Claudia Fortin s'est entretenue avec l'étudiante en tourisme. Bien, premièrement, Myriam, c'était comment d'être en plein cœur de la crise à Wuhan quand tout s'est passé? Au début, c'était quand même pas si pire, là. Les gens l'ont bien pris. C'était quand c'est devenu beaucoup plus gros. Il y a une peur qui s'est installée un petit peu plus. Par contre, là, c'était quand même... en fait, le fait d'être en quarantaine, là, ça a comme été le meilleur moyen d'empêcher le virus de se propager. Mais c'est quand même une peur assez... surtout du fait que les gens savaient pas, en fait, comment ça va se terminer, combien de temps ça allait durer. Donc, c'était comme une peur contrôlée, mais une peur aussi en même temps, là. C'était comment l'ambiance un peu dans les rues? Est-ce que les gens restaient plus à l'intérieur ou c'était comment? Oui, c'est ça. En fait, il n'y avait pas vraiment beaucoup d'ambiance. Les gens restaient à l'intérieur, cloîtrés à la maison. Les sorties étaient seulement là pour des sorties besoins primaires, en fait, donc pour des besoins de nourriture. Sinon, toute sortie inutile, en fait, il fallait éviter. Puis toi, comment tu as réagi quand tu as annoncé que tu allais pouvoir être rapatriée avec les quelques 300 Canadiens? J'étais vraiment contente, honnêtement. Ça a été comme le voir... un peu comme ça va se terminer, en fait, là, pour moi. Malheureusement, pour d'autres, ça va... Non. Mais j'étais comme vraiment contente. C'était comme je vais revenir à la maison en sécurité, puis je vais voir ma famille et mes amis. Puis un rapatriement comme ça, c'est quelque chose de quand même assez gros. Comment ça fonctionne, ce processus-là? C'est surtout avec le gouvernement. En fait, là, il y a beaucoup de messages, beaucoup d'échanges. Donc, il envoie des messages disant « Rends-toi à l'aéroport avant telle heure. Il faut que tu donnes ton moyen de transport. Comment est-ce que tu vas te rendre là-bas? » Après ça a été un long processus à l'aéroport. Il y a eu comme 10 heures d'attente, le processus d'enregistrement, en fait, le test de santé. Donc, c'est quand même vraiment un long processus. Puis quand tu es revenu, ils t'ont mis en quarantaine à Trenton, en Ontario. De cette manière-là, comment ça s'est passé dans cette quarantaine-là? Il y a eu des tests de santé tous les jours, 2 fois par jour. Donc, c'était la prise de température. Les chambres ont été désinfectées tous les jours. Il y avait aussi, on n'avait pas le droit de sortir des chambres sans masque. Il fallait se désinfecter les mains le plus souvent possible. Donc, il y avait beaucoup de processus de nettoyage de mains, en fait, désinfectants. Essayer de garder une distance entre les gens aussi. Puis, dans toutes ces procédures-là, est-ce que tu trouves que le gouvernement canadien a bien assuré ta sécurité? Oui, honnêtement, oui. Je trouve que ça a bien été, là, donc le processus de rapatriement jusqu'à la quarantaine de Trenton. Donc, on a été vraiment bien traités, que ce soit par le gouvernement, par la Croix-Rouge ou par la santé publique. Là. Donc, on était bien pris en charge. Puis, dans toute cette aventure-là, est-ce que toi, tu as côtoyé des gens qui étaient atteints du coronavirus? Non, personne de mon entourage a été atteint. Là, donc, c'est ça, en fait, parce que les gens, ils restent à l'intérieur le plus. Donc, c'est quand même plus difficile de contracter la maladie, en fait, le virus, en restant à l'intérieur. Donc, nous, à l'université, on a été mis, peut-être quelques jours après, une semaine après, on a été mis l'université en quarantaine. Donc, on n'avait plus le droit de sortir de nos résidences, en fait. Et puis là, ça fait quelques jours que tu es revenu. Ce virus-là, c'est quelque chose qui fait assez peur. Est-ce que tu sens qu'il y a des gens qui ont peut-être une petite réticence envers toi, compte tenu que tu reviens quand même de l'épicentre de toute cette épidémie-là? Pardon. Bien, en fait, là, je sens pas vraiment qu'il y a de réticence. C'est sûr que quand je lis les messages sur Facebook, les commentaires sur les articles, oui, mais c'est quand même un sentiment partagé. Parce que j'ai reçu aussi des messages, en fait, de gens qui proviennent de partout dans le pays, en fait, là, des messages disant que, comme de quoi, qu'ils étaient contents qu'on avait réussi à revenir, qu'ils étaient contents qu'on était sains et saufs, que notre famille devait être contente de nous voir. Donc, c'est comme un sentiment partagé. Puis souvent, là, présentement, la quarantaine est finie, donc c'est pas vraiment une réticence, c'est comme plus en joke, en fait, le petit moindre bobo, petit moindre mal, là. Mais c'est pas tant un gros sentiment pour l'instant. Donc, tu sens que tu as quand même du support là-dedans? Oui, en fait, oui, puis ma famille, mes amis, là, ils étaient tellement contents de me revoir que c'est comme tout le monde vient me coller sans problème, là. C'est comme, il y a personne qui a peur de moi, là. Présentement, à l'hôpital de Chicoutimi, il y a 2 cas présumés de, justement, COVID-19 ou coronavirus. Est-ce que ça t'inquiète, toi? Oui puis non, en fait. Ben, je dirais peut-être pas vraiment parce que c'est comme pas encore confirmé, mais je me dis aussi, si on prend les moyens nécessaires, en fait, là, ça va s'arrêter. Puis c'est juste qu'il faut avoir confiance en la médecine, en fait, là. Mais pas pour l'instant, non, pas vraiment encore. Puis rapidement, est-ce que tu retourneras en Chine si l'épidémie se calme?
Oui, en fait, je retournerai. Là, en fait, je vais retourner quand que ça va être calmé, quand que l'université va réouvrir, puis qu'on va avoir le feu vert des autorités. Mais merci beaucoup, Myriam. Je m'entretenais avec l'étudiante en tourisme Myriam Cynthia-Larouche qui vient tout juste de revenir de sa quarantaine à Trenton. Le COVID-19, mieux connu sous le nom de coronavirus, continue sa propagation autour du globe et pourrait peut-être faire son apparition dans la région. Simon Carmichael est allé sonder les Jonquiérois ce matin à ce propos. L'hôpital de Chicoutimi observe présentement 2 patients qui seraient peut-être atteints du coronavirus. On est allé demander aux gens s'ils étaient inquiets et quelles mesures préventives ils comptaient adopter. À long terme, oui, ça m'inquiète. Effectivement, ça m'inquiète. Ça peut avoir des grosses conséquences, mais on va faire ce qu'on peut pour essayer de minimiser les impacts. Je dirais qu'on ne sait pas la première fois qu'on fait face à un virus qui est quand même assez potentiellement dangereux, disons, qui nous menace. Je dirais qu'on n'a pas le choix de faire face d'une manière ou d'une autre. Donc, personnellement, je ne m'inquiète pas, il ne faut pas s'arrêter de vivre pour ça. Je sortirai plus aussi, puis on va me mettre un masque. Moi, ma fille est arrivée de Honolulu, là, puis j'ai dit, t'as pas pogné rien, là. Parce qu'ils nous font terriblement peur avec ça. Donc, c'est une peur, ben c'est vrai, mais moi, j'ai peur que ce soit vrai, finalement. Pas mal. Oui. Ça, j'ai marqué en Italie tantôt, c'est une situation critique, là, présentement. Pas vraiment. On finit tout le temps par mourir pareil. Rappelons que l'Organisation mondiale de la santé a demandé au gouvernement de se préparer à une éventuelle pandémie suite à de nouveaux foyers de contamination en Corée du Sud, en Iran et en Italie. De son côté, la santé publique du Québec a malgré tout tenu à rappeler qu'aucun cas de COVID-19 n'a été confirmé pour l'instant dans la province. C'était Simon Carmichael pour ATM Nouvelles, Saguenay. Une femme est décédée à la suite d'un incendie survenu à Saint-André-du-Lac-Saint-Jean tôt ce matin. Les policiers de la Sûreté du Québec ont retrouvé la femme âgée d'une 60aine d'années inconsciente et gravement blessée à son domicile. Des spécialistes ainsi que des enquêteurs de la SQ ont été dépêchés sur les lieux afin d'en apprendre plus sur les causes de l'incendie. Un déneigeur a été intercepté hier soir après avoir heurté le garage et la demeure d'un résident de la rue Girard de l'arrondissement de Jonquière. L'homme a été arrêté par les policiers après l'appel du propriétaire de la résidence. Il aurait possiblement été sous l'influence de l'alcool. Les résultats de l'analyse des prélèvements sanguins sont attendus afin de savoir si les accusations seront déposées. Alors qu'on reçoit un appel d'un propriétaire d'une résidence nous mentionnant que présentement, il y avait un déneigeur, un tracteur à déneigement dans sa cour. Il ne comprenait pas pourquoi, puis ce déneigeur avait heurté sa résidence et son garage. Immédiatement, on a déployé des policiers dans le secteur. Les policiers ont réalisé que l'individu avait les capacités affaiblies, donc immédiatement arrestation de l'individu. Maintenant, ma collègue Jade Brouillette s'est intéressée à l'actualité internationale en faisant la tour des unes de quelques journaux. D'abord, Anne-Sophie, à la une du China Daily, la Chine a interdit la consommation d'animaux sauvages à travers le pays, puisqu'on se souvient que l'origine du coronavirus, qui a déjà fait plus de 2000 morts en Chine, proviendrait justement d'un marché de Wuhan qui vendait des animaux sauvages à des fins de consommation. Ainsi, la chasse, le transport et l'échange d'animaux sauvages sont interdits. Les autorités chinoises rappellent que beaucoup de progrès ont été faits pour ralentir la propagation de l'épidémie. Toujours concernant le coronavirus, dans le journal uruguayen El País, l'Organisation mondiale de la santé se prépare en vue d'une pandémie. L'OMS se dit très préoccupée par l'augmentation subite des cas en Italie qui a déjà fait 7 morts. L'Italie est le premier pays européen à avoir mis en place des mesures de confinement dans 10 villages. Maintenant, chez nos voisins du Sud, à la une du Washington Post, le producteur Harvey Weinstein a été reconnu coupable d'agression sexuelle et de viol hier à New York. Alors que plus d'une douzaine de chefs d'accusation pesaient contre lui, le jury a conclu que le producteur a forcé 2 femmes à avoir des contacts sexuels avec lui, soit sur Mimi Aleyi, une assistante productrice en 2006, et sur Jessica Mann, une aspirante actrice en 2013. Il n'a toutefois pas été reconnu coupable pour avoir eu un comportement de prédateur sexuel, une circonstance aggravante qui aurait pu lui valoir la prison à vie. Weinstein fait donc face à une peine entre 5 et 25 ans de prison pour ses actes commis sur Mimi Aleyi et jusqu'à 4 ans pour le viol de Jessica Mann. La sentence sera rendue le 11 mars alors que le juge pourrait lui donner 2 peines consécutives pour un total allant jusqu'à 29 ans de prison.
Toujours aux États-Unis, le New York Times rapporte que malgré son égalité dans l'Iowa, sa victoire serrée au New Hampshire et son triomphe au Nevada, le candidat démocrate Bernie Sanders fera face à un défi s'il souhaite remporter les élections de novembre prochain. Le journal américain estime qu'il peut remporter l'élection, mais pas en raison de son engagement de longue date pour étendre la base démocrate. Bernie Sanders demeure donc dans un modèle plus traditionnel du Parti démocrate plutôt que de vouloir transformer l'électorat. Et finalement, du côté de l'Allemagne, dans le Frankfurter Allgemeine, une voiture a foncé dans une foule qui assistait à un défilé d'un carnaval au centre du pays, faisant 30 blessés. Le conducteur du véhicule, un Allemand de 29 ans, a été arrêté à la suite des événements. Selon les informations rapportées, le conducteur était en état d'ébriété avancé au moment des faits. Lui aussi blessé, il a été transporté à l'hôpital. Une enquête a été ouverte à la suite de l'accident pour tentative de meurtre. Le motif du crime n'est pas encore déterminé, mais il pourrait s'agir d'une motivation politique. Voilà, Anne-Sophie, je vous rends l'antenne. Les citoyens de Saguenay ont jusqu'au vendredi 28 février pour signer le registre s'opposant à la relocalisation de la bibliothèque de la Baie dans l'église Saint-Édouard. Si 8066 signatures sont comptabilisées, la Ville devra aller en référendum, modifier le projet et le représenter ou l'annuler. Marianne Guy, pourquoi la Ville a ouvert ces registres? En fait, dans le cas de la bibliothèque de la Baie, on demande un règlement d'emprunt de 11 millions de dollars. Il faut se rappeler qu'en 2019, les citoyens avaient demandé de pouvoir voter lorsqu'il s'agit de gros projets. Donc, le conseil de ville avait décidé que lorsque les projets étaient de plus de 10 millions de dollars, même s'il y a une aide extérieure, si le projet est de plus de 10 millions de dollars, il y a l'ouverture des registres pour s'adresser à la population et voir ce qu'elle en pense. C'est donc le cas de la bibliothèque de la Baie. Il est possible de signer pour s'opposer au projet du règlement d'emprunt de 11 millions de dollars dans chacun des arrondissements du Saguenay. Donc, il est possible de le faire à Jonquière, au Faubourg-Sagami, à Chicoutimi, à Place du Saguenay, et il est également possible de le faire aux Galeries de la Baie, à la Baie. Il faut 8066 signatures pour que il y ait soit un référendum, une modification de la loi du projet, ou bien qu'il y ait l'annulation du projet. Mais Marianne, pourquoi avoir choisi ces 3 emplacements? Ces 3 emplacements-là ont été choisis en particulier parce qu'ils sont accessibles. Il y a notamment assez de stationnement pour tout le monde qui peuvent y aller. Et également, il fallait un endroit où il est possible d'aller pour les personnes à mobilité réduite. Donc, ça a été l'endroit qui a été choisi dans chacun des arrondissements. Aucun locaux municipaux n'était d'ailleurs disponible sans nuire aux activités régulières. C'est pour ça qu'on a choisi ces locaux-là. Et ça devrait être les mêmes emplacements pour chaque fois qu'il y aura l'appel à la population. Donc, il y aura l'ouverture des registres. Et est-ce que la Ville est confiante? Oui, la Ville est confiante. Selon la mairesse de Saguenay, Josée Néron, la bibliothèque est très attendue à la Baie. On peut d'ailleurs l'écouter à ce sujet-là. Elle est très contente. Écoutez, la bibliothèque de la Baie, ça fait plus de 25 ans que l'arrondissement de la Baie attend cette bibliothèque-là. Si on regarde normalement dans l'ordre de construction, ils auraient dû passer avant les dernières qui ont été construites. Donc, on s'entend, ce n'est pas un besoin qu'on a inventé comme ça, c'est un besoin essentiel pour la communauté. Merci beaucoup, Marianne. Eh bien, ça m'a fait plaisir. Depuis près d'un mois, les usagers du boulevard Talbot, entre la rue des Saguenayens et le boulevard Barrette, sont prévenus qu'un changement de vitesse de 70 km/h à 50 km/h s'effectuera. Le service de police de Saguenay se prépare à cette nouvelle mesure et fera de la prévention autour de ces artères. Après une phase de sensibilisation, les automobilistes ne respectant pas les nouvelles limitations seront sanctionnés. Un reportage de Pascal Gachet. Le porte-parole de la police de Saguenay, Bruno Cormier, affirme que des mesures de prévention et de sensibilisation sont en préparatif afin que la transition se fasse correctement. Par la suite, les services de police n'hésiteront pas à faire respecter le code de la route si des conducteurs outrepassent ces 50 km/h. Là, les gens va falloir qu'ils prennent conscience que la vitesse est réduite. Il y aura évidemment tous les panneaux qui seront installés indiquant la vitesse dans ce secteur. Et notre travail après, ce sera de sensibiliser et s'il y a lieu, d'appliquer la réglementation face à ces automobilistes qui ne respecteront pas la vitesse dans le secteur.
Les services de la ville avaient jugé incontournable une nouvelle limitation de vitesse. Il faut dire qu'à l'endroit où le ministère des Transports et la ville de Saguenay ont installé des zones de 50 km/h, il y a énormément de commerce, il y a énormément de sorties et d'entrées, il y a plusieurs intersections. On comprend très facilement qu'il est normal d'avoir une zone de 50 km dans ces lieux. Aucune date officielle n'est encore prévue concernant la baisse de limite de vitesse sur le boulevard Talbot. Dans la portion de route entre la rue des Saguenayens et le boulevard Barrette, donc la vitesse passera de 70 km à 50 km/h. Cependant, Michel Tremblay, président des travaux publics de la ville de Saguenay, nous a assuré que cela se fera au maximum au début du mois de mars. Pascal Gachette, pour ATM Nouvelles, Saguenay. L'atelier de musique de Jonquière fête ses 45 ans cette année. Pour l'occasion, un concert aura lieu le 26 avril prochain à la salle Pierrette-Gaudreault. Les invités spéciaux et les élèves de l'atelier seront au cœur de ces festivités. Samuel Morin a rencontré le coordonnateur art-études de l'atelier de musique de Jonquière, André Lessard, plus tôt aujourd'hui. Bonjour, M. Lessard. Bonjour. À quel genre d'expérience les gens peuvent-ils s'attendre le 26 avril prochain? Le 26 avril, ça va se passer à la salle Pierrette-Gaudreault. C'est un concert qu'on organise avec la majorité des étudiants de l'atelier. C'est un concert de groupe. Alors, avec quelques surprises assez intéressantes. Je vais vous donner un petit insight. Michael Girard va venir nous faire une prestation, parce que Michael est un ancien élève de l'atelier. Et puis, le nombre de groupes, on garde ça secret encore, parce que vous allez avoir beaucoup de plaisir. Et justement, comptez-vous rendre hommage à des personnes qui ont créé l'atelier de musique durant cette soirée-là? Absolument, parce qu'on a des personnes qui sont encore vivantes. On a perdu une l'été passé, mais sa femme est encore vivante, Mme Pauline Maurien. Elle va être sur place et je crois qu'on a quelque chose spécialement pour elle. Et ce serait quoi exactement? Est-ce que vous pourriez nous donner des indices? Absolument pas. Non? Non, ça, il faut garder un peu de suspense pour cette journée-là. Et est-ce que vous nous parlez de Michael Girard? Est-ce qu'il y a d'autres personnes surprises que Michael Girard qui pourraient être présentes? Absolument, mais ça, on ne peut pas je ne peux pas vous le dire tout de suite. Ça, c'est vraiment un secret. Ça va être pour attirer un peu le monde et puis vous allez avoir vraiment du plaisir à les entendre. Et est-ce que les élèves de l'atelier de musique participeront à ce spectacle? Absolument. La majorité, c'est tous des élèves présents et puis une couple d'anciens élèves. Les professeurs ne seront pas vraiment impliqués, mais on est là pour superviser le tout. C'est beaucoup de groupes d'étudiants qui vont jouer. Et puis, vous allez aimer ça parce que c'est du monde qui vont interagir avec d'autres classes d'instruments. Et justement, qui sont les présidentes d'honneur et pourquoi les avoir choisis? Nous avons Jacinthe Larouche, qui est membre de notre conseil d'administration, qui est aussi directrice des caisses Desjardins, Kenogami et Arvida. Et nous avons notre mairesse, Mme Josée Néron. C'est deux personnes qui aiment beaucoup la musique, et puis que Jonquière, l'atelier de musique de Jonquière est une institution importante pour elles. Et qu'est-ce que ça représente pour l'atelier de fêter 45 ans? 45 ans d'éducation musicale, c'est la passion qu'on essaie de transmettre aux jeunes. 45 ans, c'est l'âge de... C'est un petit peu moins que mon âge, mais c'est une belle vie que l'atelier a. C'est une belle façon de souligner l'amour qu'on transmet aux jeunes avec la musique. Puis il faut continuer encore pour au moins se rendre jusqu'à 50 ans. Et c'est sûrement également une bonne façon de rendre hommage à tous les élèves qui ont été présents durant toutes les années. Si vous saviez le nombre d'élèves qu'on a eu, on va sortir des chiffres lors de ce concert-là. Vous allez être ébahis du nombre d'étudiants qui ont passé. À chaque année, on a au moins entre 400 et 700 élèves. Alors, imaginez, après 45 ans, le nombre d'étudiants qu'on a eu. C'est fantastique. Et pourquoi avoir décidé de fêter les 45 ans au lieu d'attendre à 50 ans? Les personnes qui sont dans la région méritent qu'on souligne cette 45e-là. Puis on n'est pas certain non plus que les autres personnes vont être encore là. Les créateurs vont être encore là dans 5 ans. Alors, on veut en profiter au 45e pour les remercier d'avoir conçu cette école. Et comment les gens pourront-ils se procurer des billets pour l'événement? Ça, c'est très facile. On a notre site Web. Ils peuvent aller directement sur notre site Web, Atelier de musique de Jonquière. Et puis, ils peuvent passer à l'atelier de musique aussi. C'est assez facile de se procurer des billets. Il n'y a pas beaucoup de billets. Il y a 300 places disponibles à 30 $.
Pour les étudiants, c'est 15 $. Alors, c'est assez... c'est facile de venir avoir du plaisir avec nous. Puis je vous promets un beau spectacle. Et où est l'atelier de musique pour les gens qui ne sauraient pas où c'est? L'atelier de musique se situe au foyer des loisirs à Arvida. Ça se trouve à être tout près de la centrale de police. Et puis, très accessible, il y a de grands stationnements. Puis... Et les tarifs pour l'événement, ce serait? Ah, le billet est à 30 $ pour le public en général et 15 $ pour les étudiants. Et quelles sont la date et l'heure de l'événement? Le concert est le 26 avril 2020 à 13h30. Eh bien, à la merci. salle Pierrette Godreau, excuse-moi. Eh bien, merci beaucoup, M. Lessard. Merci beaucoup. Je m'entretenais avec le coordonnateur art-études à l'atelier de musique de Jonquière, André Lessard. Les locations de type Airbnb seront davantage supervisées à Saint-Gédéon. La municipalité exige dorénavant à toutes les personnes voulant louer son chalet ou sa résidence à passer par le conseil de ville et obtenir un permis au coût de 250 $. Samuel Montigny, quelles sont les étapes pour louer sa maison à Saint-Gédéon? Eh bien, en résumé, Anne-Sophie, toute personne qui veut louer son logement pour une durée de moins de 31 jours va devoir soumettre sa demande 2 semaines avant le conseil municipal de la ville de Saint-Gédéon. Donc, la décision comme quoi la location est permise ou non, ça va dépendre, en fait, ça va passer lors de la séance du conseil municipal et tout va dépendre s'ils acceptent ou non. Et si la décision est favorable, le locataire va pouvoir faire une demande à la Corporation de l'industrie touristique du Québec, le CITQ, pour un permis de location à court terme qui vaut approximativement 250 $. Et quelle est la nouvelle loi entourant les logements? Mais à la base, c'est une loi qui existe depuis déjà quelques temps, depuis environ le mois de mai. Et la loi consiste en une obligation au locataire d'obtenir une attestation au CITQ. Donc, à partir de là, ça appartient aux municipalités de déterminer leur propre règlement. Dans le cas de Saint-Gédéon, ils ont décidé de passer par la séance du conseil pour avoir la permission. Et comment Saguenay réagit à cette nouvelle loi? Mais la mairesse de Saguenay, Josée Néron, elle estime que cette nouvelle loi, elle brime un peu les régions en général, donc on peut l'écouter. Pendant 2 ans de temps, on a travaillé avec les acteurs du milieu, avec la fonction publique pour vraiment refaire une réglementation. Et le fait que le gouvernement ait légiféré sans vraiment venir prendre le pouls au niveau des municipalités, sans respecter le pouvoir de réglementation des villes, eh bien, tout le travail qui a été fait depuis 2 ans, c'est comme carrément poussé de côté. Et qu'est-ce qui pourrait arriver si plusieurs personnes louent dans un quartier résidentiel? Mais les résidents de ces quartiers craignent un peu qu'il y ait beaucoup de bruit et aussi de la casse. Donc, ils ont peur pour des cas de vandalisme, qu'il y ait beaucoup de bruit, de la musique très forte. Ils craignent un peu ça, mais la mairesse dit que l'objectif, c'est de protéger le plus possible les voisins des Airbnb. Donc, la police va être dans les alentours si jamais il y a quoi que ce soit. Eh bien, merci, Samuel. Ça me fait plaisir. Le maître du blues au Canada, Colin James, fera partie des têtes d'affiche du festival Jazz et Blues du 21 au 25 avril. Il y aura aussi une collaboration entre l'Orchestre symphonique du Saguenay-Lac-Saint-Jean et Florence K. C'est ce qu'ont annoncé les organisateurs ce matin lors d'une conférence de presse. Le reportage de Titouan Bussière. La conférence de presse s'est déroulée au Théâtre Banque Nationale en compagnie des principaux commanditaires du festival. Au total, plus de 50 spectacles étalés sur 4 jours. Parmi eux, une étonnante collaboration mêlant musique jazz et sonorité classique. Nous aurons, comme le mentionnait mon hôte, Florence K qui sera avec nous. C'est un concert où on va accompagner avec l'orchestre la musique de Florence K. Donc, le défi, c'est toujours de trouver une façon de bien utiliser l'orchestre et de mettre l'orchestre en valeur pour pas avoir juste l'orchestre en second plan qui accompagne un peu dans l'ombre l'artiste. Donc, moi, j'aime ça que l'orchestre soit très présent. Donc, on a la chance d'avoir déjà de super bons arrangements symphoniques pour la musique de Florence K et on va en faire de nouveaux pour quelques pièces de son nouvel album qu'on va présenter en primeur au public saguenéen. Faire des découvertes extraordinaires, c'est le mot d'ordre du festival Jazz et Blues de Saguenay. Encore une fois, on a tenté de réunir les artistes disponibles dans notre environnement pour souligner de belle façon notre 25e anniversaire. Et avec la venue de Colin James, le maître incontesté du blues canadien, on considère que nous avons réussi cette mission. Il y a également les pétillantes rencontres qui mettront en vedette l'Orchestre symphonique
et Florenska. Ça aussi, ça va être un événement à surveiller. On considère que l'objectif d'offrir aux amateurs une édition un peu particulière pour notre 25e est atteint. Dans le cadre du festival Jazz and Blues de Saguenay, ce sont 40 artistes qui vont performer dans 14 lieux différents dans tout le Saguenay du 21 au 25 avril 2020. Ici Titouan Bussière pour ATM Nouvelles, Saguenay. Olivier Savard, la météo sera changeante au cours des prochains jours. Oui, donc en effet, Anne-Sophie, depuis vendredi, donc depuis 5 jours, on a des températures qui sont très chaudes. Donc, on a battu des records de température partout au Québec, y compris ici dans la région. À Robertval, en effet, hier, le mercure a dépassé les 5 degrés Celsius, alors qu'à Saguenay, il dépassait les 7 degrés Celsius. Donc, on a vraiment des températures qui sont dignes d'un fin de mois de mars. Cependant, ces températures-là devraient prendre fin dès demain, donc avec une tempête qui provient du nord-est des États-Unis. Donc, les précipitations devraient mesurer entre 15 et 25 cm, dépendant des régions, et elles devraient atteindre le centre du Québec, donc dès jeudi. On va commencer à voir ça tout de suite cette nuit. En fait, au Saguenay, il va y avoir un refroidissement éolien de moins 10 ce soir, alors qu'il va être de moins 15 cette nuit. Pareil, donc au lac, on va atteindre moins 17 cette nuit. Donc demain, dans les deux cas, au Saguenay comme au lac Saint-Jean, on va avoir une alternance de soleil et de nuages avec des vents de 20 km/h. Cependant, il va faire environ moins 14, donc le matin, en avant-midi au Saguenay et moins 5 en après-midi, alors qu'au lac, il va faire un petit peu plus frisquet, donc moins 17 en avant-midi pour un moins 9 en après-midi. On va avoir de la neige, donc vraiment dans les deux cas, la neige intermittente au Saguenay pendant la nuit, alors que ça ne sera pas intermittent, donc au lac. Ça va être un minimum de moins 5 environ en moyenne pour les deux. Il va neiger donc dans les deux cas jusqu'à vendredi, donc 3 jours consécutifs de neige. Donc ça va vraiment faire un gros changement donc, par rapport à la température normale. Et voilà, c'est ce qui complète ce web journal pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Au revoir.